Bonjour François Patria. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de cet entretien, sénateur de Côte-d'Or. Vous êtes le patron du groupe RDPI Renaissance, les sénateurs macronistes. On va revenir sur le salon de l'agriculture, parce que vous êtes également ancien ministre de l'Agriculture, sur les municipales. Mais d'abord, l'actualité, c'est l'ambassadeur des États-Unis à Paris, convoqué au Quai d'Orsay hier pour ses propos après le meurtre de Quentin. Il ne s'est pas présenté. Est-ce que c'est une humiliation pour la France ? Je pense que surtout, c'est de sa part tout à fait inadmissible. Vous savez, quand on se permet dans un pays de porter des jugements sur ce qui se passe à l'intérieur du pays, alors que dans son pays lui-même, savez-vous que le nombre d'homicides aux États-Unis est 6 fois supérieur à celui de la France. Donc venir donner ici des leçons dans un pays où on est l'hôte, etc., me paraît tout à fait à la fois inadmissible, inapproprié et pas correct. Et c'est pour ça qu'il avait été convoqué, sauf qu'il n'est pas venu. Est-ce que la France se fait marcher dessus par l'administration Trump ? Elle ne fait pas marcher dessus. Il refuse de venir. Bon, dont acte. Il n'empêche que le président de la République a dit ce qu'il avait à dire. Mais dont acte, ça veut quand même dire quelque chose de la France. J'entends bien, mais il est dans la méthode de son mentor, qui est M. Trump, qui est par ailleurs de sa famille. Et aujourd'hui, ce mépris pour l'Europe, il le dit sur tous les tons, il l'explique dans tous les interviews, il le fait. Bon, il se croit tout permis parce qu'il pense que comme M. Trump, la loi c'est lui, l'ordre c'est lui, il le fait comme tel. Ça méritera sans doute des suites de la part du gouvernement français, compte tenu du fait qu'un ambassadeur qui ne répond pas à une invitation, c'est non seulement une maladresse, mais c'est une grossièreté. Pour le moment, la suite, la réponse de Paris, c'est lui interdire tout contact avec le gouvernement. Ça, c'est une réponse adéquate ? C'est pas trop timide ? Écoutez, c'est déjà un premier pas. On va voir effectivement. Il a déjà été convoqué une fois. C'est pas la première fois. Je trouve son attitude inadmissible, à la fois blessante et contraire aux usages diplomatiques. Mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose du fait que pour les États-Unis, aujourd'hui, la France n'est plus une puissance, Emmanuel Macron, c'est pas un président fort ? C'est pas non. Allez, on va pas toujours venir à Emmanuel Macron. Ici, on peut pas parler de choses. Non, je pense que c'est vis-à-vis de l'Europe. Aujourd'hui, le président Trump pense que l'Europe ne compte pas, il pense qu'elle est même un adversaire, qu'il veut affaiblir l'Europe. Tous les moyens sont bons pour affaiblir l'Europe. Raison de plus pour que l'Europe soit unie, pour faire répondre d'une seule voix et faire savoir à M. Trump qu'elle n'entend pas aujourd'hui se laisser dicter ses lois, ses desiderata. On l'a vu d'ailleurs sur les droits de douane. Justement, les droits de douane de 10% qui entrent en vigueur ce matin. Comment répondre et est-ce que l'Europe sera suffisamment unie et ferme pour riposter à Donald Trump ? Je crois que dans un premier temps, même si c'était compliqué, c'était difficile, l'accord qu'elle avait obtenu était un accord qui permettait d'éviter le pire. Mais vous savez comment fonctionne M. Trump. Il fait le maximum pour revenir après et pour obtenir ce qu'il veut. Là, je pense que M. Trump a été en grave difficulté, mis en cause par une cour qui lui est théoriquement favorable. Ça veut dire que quand même, les choses sont un peu dramatiques et graves, qu'il essaye de fanfaronner, comme il l'a fait de façon totalement décousue. Dimanche soir, ou samedi soir, pardon, et je crois que aujourd'hui, il nous faut toujours répondre d'une seule voix qu'il est possible de tenir tête à M. Trump. Le président Macron l'a fait sur l'Ukraine, il l'a fait avec beaucoup de détermination, ça a été salué par tous les alliés, tous nos partenaires, et bien il faut qu'on fasse de même sur les droits de douane. Des droits de douane qui coûtent cher aujourd'hui, et puis, parce que personne ne sait comment, il va falloir rembourser qu'il a prélevé, et des droits de douane, en fin de compte, qui lui coûtent cher à lui aussi, puisqu'ils coûtent très cher aux Américains, et que l'inflation monte aux États-Unis, que la vie chère, et que la contestation monte chez lui. Moi, je pense que dans un an, M. Trump sera dans de graves difficultés. Des droits de douane qui impactent certains secteurs agricoles. Sébastien Lecornu est ce matin au salon de l'agriculture, à la rencontre de nos agriculteurs qui connaissent de multiples crises. Je le disais, vous avez été ministre de l'Agriculture, François Patria. Est-ce que les quinquennats d'Emmanuel Macron ont été un échec sur le plan agricole ? Alors écoutez, je vais vous dire, je suis élu depuis maintenant presque un demi-siècle. Pendant ce demi-siècle, j'ai fait les salons de l'agriculture tous les ans. Tous les ans, j'ai connu des difficultés et tous les ans, il y a eu des crises. Mais des crises comme celle-là, il y en a eu peu. Je pense que dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'aurait pas été favorable à l'agriculture, c'est un contresens et un non-sens. Je pense que des grandes lois, par exemple, je vous prends 3 sujets sur l'agriculture. La retraite, portée au SMIC, personne ne l'avait faite, tout le monde l'avait demandé depuis des années. L'assurance récolte, qui est une mesure aujourd'hui, dans les conditions climatiques qu'on connaît, de permettre de sauver les récoltes, de sauver l'agriculteur. C'est nous qui l'avons votée. Les lois Egalim, elle n'a pas totalement réussi ce vote, mais elle permet aujourd'hui aux éleveurs de viande
de gagner beaucoup mieux leur vie. Et elle permet aujourd'hui à la viande de se tenir très bien. Jamais les cours de la viande n'ont été aussi dramatiques. Il y a la dermatose. À côté, il y a un problème sanitaire, mais sur le plan économique des cultures, ça a été fait. Sur le plan fiscal, il y a eu des mesures qui ont été faites pour des provisions, pour décaler les prix, qui sont importantes. Sur le plan de l'environnement, sur le plan des aides aux agriculteurs, y compris pour s'améliorer pour les structures, nous l'avons fait. Une loi agricole, nous l'avons fait. Je ne suis pas sûr, dernièrement encore, 300 millions décidés par le ministère de l'Agriculture et le gouvernement pour pouvoir faire face aux crises immédiates. Que c'était dans les crises viticoles, que c'était dans les crises diverses, aujourd'hui, il y a des filières qui se portent mieux, il y a des filières qui ont des difficultés. Dans l'agriculture, il y a toujours des crises. Toujours, toujours. C'est un ministère de crise. Mais il y a aussi des réponses structurelles qui n'ont toujours pas, des problèmes structurels qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. La question du revenu des agriculteurs qui reste encore un sujet. Les questions environnementales, pas d'interdiction sans solution, ça. Il n'y a toujours pas de réponse. Est-ce que Emmanuel Macron, il a beaucoup promis, il a eu beaucoup de mots, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'actes et de faits concrets derrière? Il y a eu énormément d'actes. Et ceux qui veulent bien réfléchir, aujourd'hui, le Conseil, j'en ai parlé avec le président de la FNSEA, j'en ai parlé avec des responsables agricoles de mon territoire que je rencontre chaque mois à côté. D'abord, honnêtement, citez-moi un président de la République qui a eu autant d'égards avec l'agriculture et qui a pris autant de temps au salon de l'agriculture. Mais c'est un peu ce que disent les agriculteurs, qu'il a beaucoup parlé. Non, il n'a pas beaucoup. Au début, il y a eu les états généraux de l'alimentation. Il ne faut pas dire qu'il a parlé. Et finalement, derrière, il n'y a pas eu beaucoup de faits concrets. Il ne faut pas dire qu'il a parlé. Moi, j'ai encore fait ce salon, l'ouverture avec lui samedi, filière par filière. Que c'était la filière volard, la filière pêche, la filière mouton, les filières tout. Avec une des filières, il a apporté des réponses positives, de mesures qui ont été prises. Regardez. Les syndicats sont très mécontents du traitement de la dermatose. Heureusement qu'on a appliqué l'abattage systématique que contestent les syndicats agricoles aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus de cas de dermatose à l'heure actuelle. Il y en aura peut-être bientôt, au printemps, mais là, il n'y en a plus. Heureusement qu'il a été ferme. Et je pense que, d'abord, il est très attaché au monde rural. Deuxièmement, je ne connais pas un président qui connaisse les problèmes agricoles comme il les connaît et qui est tenté d'y répondre. Nous l'avons répondu par des lois importantes, je vous assure, par des lois importantes et par des mesures prises. Mais il faut tenir compte du fait aussi que vous avez évoqué le problème des difficultés. Je crois que la complexité, il y a un problème sur lequel, effectivement, on a échoué. Je crois qu'on n'est pas capable aujourd'hui de simplifier les procédures pour le monde agricole. C'est de ça, c'est de l'exaspération. Elle vient surtout parce que les problèmes de revenus ont toujours été redondants. Mais elle vient surtout des difficultés que rencontre l'agriculture face aux administrations. Et là effectivement, je pense qu'on n'a pas été assez ferme. Le chef de l'État n'a pas été assez ferme pour pouvoir simplifier, penser qu'un viticulteur, aujourd'hui bourguignon, doit déclarer à 27 organismes les douanes, la fiscalité, l'agriculture, l'environnement, et que c'est très très compliqué. Et que les normes qu'on leur implique, et qu'aujourd'hui, les normes administratives sont vraiment trop exagérées et qu'il faut à tout prix revenir sur ce sujet. Mais il n'y a pas que ça, parce que si les problèmes avaient été résolus, il n'y aurait pas besoin d'une nouvelle loi d'urgence agricole. Il y en a une qui est prévue, qui sera examinée au Sénat en juin. Qu'est-ce que vous en attendez? On a fait beaucoup. J'étais moi-même rapporteur d'une loi agricole sous M. Lepasek. Des lois agricoles, on en a fait tous les ans. Mais justement, pourquoi il y a besoin d'une nouvelle loi si les problèmes avaient été résolus? Parce que nous pensons aujourd'hui encore que dans la gestion de l'eau, dans la gestion de l'énergie, dans la gestion de la diversification, il y a des moyens d'importer des revenus nouveaux et supérieurs au monde agricole et qu'il faut les faciliter. Mais il y a aussi dans cette loi des choses prévues sur le revenu, l'équilibre entre producteurs, distributeurs. Bon, les problèmes sont encore là, François Patria. Mais une partie des problèmes ont été résolus. Le revenu des agriculteurs, qu'on le veuille ou non. Regardez, la PAC. Tout le monde pensait que la PAC était sauvée. Emmanuel Macron s'est battu comme la PAC, comme personne. Mieux même que Jacques Chirac. Beaucoup mieux. On a conservé les crédits de la PAC et on va les conserver encore. Mais vous pensez qu'il va y arriver, là, à Bruxelles? Mais bien sûr. Il est en position, il a assez de poids pour défendre la PAC française? Mais bien sûr qu'aujourd'hui, le président de la République saura défendre la PAC comme il l'a fait, comme il a été ferme sur le Mercosur. Oui, avec le résultat qu'on connaît. Il a peut-être été ferme, mais le Mercosur, il va être appliqué. Est-ce que sur la PAC, il obtiendra plus de résultats? Pour l'instant, il n'est pas encore appliqué aujourd'hui. On pourrait parler du Mercosur, si vous le souhaitez, plus longuement. Mais je pense que lui, en tout cas, a été ferme. Il faut voter à plusieurs. Il ne peut pas voter pour les Roumains, pour les Polonais ou pour les Italiens. Donc, que la France, elle, a été ferme.
L'appel a été fait contre cette décision aujourd'hui. Le Mercosur, il faut en parler plus largement. Mais vous pensez qu'il ne sera pas appliqué? Le Parlement européen a voté pour saisir la justice européenne. Est-ce que vous pensez qu'Ursula von der Leyen en tiendra compte ou que le Mercosur sera appliqué? Je ne le vois pas. Vous savez, sur le Mercosur, on est aussi dans l'irrationnel. Moi, j'ai connu une époque de ma vie parlementaire où il y a eu des morts, des manifestations dans le sud de la France, dans le Midi, terribles, lorsque l'Espagne et le Portugal sont entrés dans le marché commun. Les Français disaient que c'était la ruine, qu'on allait tout perdre, qu'on n'allait pas y arriver, que ça ne pouvait pas marcher. Regardez aujourd'hui, est-ce que maintenant, quelqu'un penserait à sortir l'Espagne ou le Portugal du marché commun? Donc, je crois qu'il faut garder un peu de raison, un peu de hauteur, à voir quels sont les avantages. Le problème du Mercosur, c'est le problème de l'importation de la viande aujourd'hui. Et l'importation de la viande ne viendra pas beaucoup. Ce que craignent les agriculteurs, c'est qu'on n'ait pas les moyens de contrôler ça. Je le comprends avec eux. Les moyens de contrôle, si on importe des produits qui ne correspondent pas aux normes de notre pays. Donc, c'est là-dessus qu'il faut insister aujourd'hui. Le jour où on aura les moyens de contrôle des clauses miroirs que le chef de l'État a obtenues, alors on pourra avancer. Un dernier mot sur le projet de loi agricole. Il est prévu au Sénat en juin. Pour le moment, il n'est pas prévu à l'Assemblée. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous demandez au gouvernement de trouver une date rapidement? D'abord, je n'attends pas tout du projet de loi agricole. Il y aura dedans des mesures qui, j'espère, simplifieront la vie du monde agricole dans toute la partie administrative qu'il a aujourd'hui pour et le contrôle. Je le souhaite. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il soit voté avant l'été? Est-ce qu'il faut l'inscrire à l'Assemblée rapidement? Le temps parlementaire est toujours celui-là. D'abord, on a un agenda parlementaire qui est chargé, qui est nourri, avec des textes importants, que ce soit sur les transports, que ce soit sur la fin de vie, que ce soit sur la Nouvelle-Calédonie, que ce soit... On a déjà important. Bon, ce texte-là, le président et le Premier ministre ont voulu qu'il soit concerté. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il réponde vraiment aux attentes. Pour qu'il réponde aux attentes, il y a quand même un temps de concertation pour qu'il soit rédigé avec le monde agricole, qu'on ne fasse pas une loi pour rien. Si on ne veut pas faire une loi pour rien, prenons le temps. Il vaut mieux qu'elle soit votée 6 mois plus tard et qu'elle soit efficace que 6 mois plus tôt et qu'elle soit inefficace. Avant la loi d'urgence agricole, la majorité sénatoriale a déposé une loi Duplon 2. Une partie de la première avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Elle vise notamment à réintroduire un pesticide contesté, controversé, l'acétamipride. Est-ce que les sénateurs Renaissance vont voter cette loi Duplon 2? Écoutez, je peux vous dire qu'il y en a certains qui l'ont voté. Et je peux les comprendre. Par ailleurs, parce qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils ont chez eux des productions qui vont mourir. Vous allez la voter? Ceux qui produisent. Je verrai comment va se passer le débat. Sur l'acétamipride, je pense que si Duplon fait son texte de loi sur l'acétamipride, il peut passer. Il peut passer, y compris à l'Assemblée. Il le fait par provocation aujourd'hui. J'ai bien compris qu'on n'a pas réussi le challenge de dire pas de suppression sans solution. Mais les solutions vont venir. Il est aujourd'hui... Moi, je suis sur le monde agricole, je suis un grand défenseur du monde rural, j'en suis issu moi-même. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui, non seulement l'opinion publique, mais surtout la santé des Français est en jeu. Mais c'est un texte de provocation, pour vous? Alors, dans la loi Duplon, vous savez ce qu'il y a? Il y a permettre l'acétamipride d'un temps donné, le temps qu'on trouve une solution, c'est-à-dire 6 ans. Je l'ai voté en première lecture. Vous avez vu la réaction des Français. 2 millions de personnes ont signé et les Français ne comprennent plus. Et il risque d'y avoir demain un désamour de l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, les Français soutiennent leurs agriculteurs, si on continue à prendre des mesures qui vont les heurter. Je pense qu'il y a des molécules aujourd'hui, il y a des solutions malgré tout qui permettent d'avancer. Alors on me dit que sur l'arboriculture, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Donc moi, je comprends les sénateurs... Donc vous hésitez à le voter en raison de ces 2 millions de personnes qui ont voté la pétition? Je serais plutôt sur l'abstention sur le texte, pour ce qui me concerne. Voilà. Je ne voterai pas contre parce qu'il y a dedans une exigence, je vous l'ai dit, de simplification, de normes. Sur le problème de l'eau aussi. Vous comprenez que sur le problème de l'eau, regardez ce qui tombe comme eau en ce moment. Regardez. Il est tombé 200 mm d'eau chez moi, au lieu de 100 mm pendant ces 2 mois. Est-ce que cette eau de l'hiver n'est pas l'eau de l'été? Est-ce qu'on ne peut pas mieux la stocker? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Des bassines, bien sûr, je suis défenseur des bassines où il y a besoin. Des rétentions d'eau à côté. Là, on est trop lent. Il faut accélérer. C'est un sujet... Mais vous voyez, vous parlez des choses qui ont été promises et pas faites. Il y avait un Varenne de l'eau en 2021 conduit par Julien de Normandie qui a travaillé sur ces questions, qui a abouti à la conclusion qu'il fallait mieux stocker l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? On a autorisé des grandes méga-bassines. Elles ont été autorisées. La multiplication des retenues collinaires se fait. Il y a une plus grande facilitation aujourd'hui pour le faire. Nous avons avancé dans le domaine. Pas suffisamment, mais nous avons avancé.
Autre sujet, c'est Emmanuel Macron qui organise ce matin une réunion pour se pencher sur la lutte contre les groupes violents, ultra ou extrêmes après le meurtre de Quentin Derenque à Lyon. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? D'abord, j'entends dire le président s'occupe de l'international, il est déserté, il n'est plus audible, etc. J'entends. En plus, j'ai pu voir que l'accueil du président au Salon de l'Agriculture n'était pas ce qu'on me dit tous les jours. Ça a été un salon qui s'est passé dans le calme, une discussion qui a été franche, des discussions qui étaient loyaux, des contestations, mais ça s'est quand même bien passé, contrairement à ce que j'entends tous les jours. Le président, il est dans son rôle. Aujourd'hui, quand on a des phénomènes de violence tels que ceux qu'on connaît aujourd'hui, si jamais il ne disait rien, on dirait, voilà, il est à l'international. Ce qui se passe en France, il s'en fout. Or, le président, regardez, il alterne chaque semaine un déplacement à l'international et pas des moindres. Il y va quand même pour des sujets sur lesquels il est écouté, entendu. Il vient d'aller en Inde pour vendre pour des milliards de rafales en particulier. Il va retourner avec la commission des volontaires, la coalition des volontaires, pour parler de l'Ukraine et les leaders en la matière. Mais dans le même temps, et j'en ai parlé avec lui récemment, il ne se désintéresse pas du tout de la vie intérieure. Il est allé chez ArcelorMittal la semaine dernière. Il est allé à Haute-Saône voir des agriculteurs il y a 15 jours. Aujourd'hui, le problème de la violence dans ce pays, tout le monde le sait, il monte comme il monte ailleurs. Il y a des attentats aux États-Unis, il y a des attentats en Allemagne, il y a des attentats en Angleterre, il y en a partout. Chez nous, et le fait que dans notre société, il y ait des groupuscules capables de monter des factions, de monter des actes terroristes, de monter des actes homicides à côté, que le président de la République réunisse les ministres concernés pour savoir aujourd'hui comment on peut lutter contre cette violence politique, cette violence, je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez comme mesure concrète? Il y aura sans doute des dissolutions d'organismes, je pense qu'il y en aura. Il y aura des mises en garde, il y aura des mises en demeure. Et j'espère qu'on supprimera certaines de ces lits qui aujourd'hui créent des drames et créent le désordre dans ce pays. Est-ce que, comme l'a dit François Hollande hier, vous pointez la responsabilité morale de la France insoumise dans ce qui s'est passé à Lyon? Bien sûr, mais je pense, vous savez, je ne fais pas de part des choses. Je dis, vous savez, un jour, j'ai dit, je conteste totalement la position du Rassemblement national, mais nul ne dira jamais assez ce que Jean Mélenchon a fait de mal à notre pays. Pardon, pas Mélenchon. Mélenchon a fait à notre pays. Donc, et je crois aujourd'hui qu'effectivement, la France insoumise, par les liens qu'elle a avec la jeune garde, par la volonté qu'elle a de créer le chaos, elle a la volonté de créer le chaos par tous les moyens de chaos. Et ce chaos, elle entend l'établir pour mettre un climat révolutionnaire. Le schéma de Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir et que demain, il y ait la guerre civile. Est-ce que ça aura des conséquences politiques, notamment sur votre parti? Aux législatives, il y a eu des désistements en faveur de candidats qui étaient aussi des candidats de la France insoumise pour faire barrage au RN. Est-ce qu'il en sera encore de même lors des prochaines élections? Pour ce qui me concerne, les choses sont claires. Je n'étais pas favorable aux Républicains. Je n'étais pas. J'ai pensé que d'avoir fait aujourd'hui, là je vous le dis, c'est parce que c'est très grave, d'avoir fait voter des gens plutôt du centre ou de droite pour des gens d'extrême gauche, ils s'en mordent beaucoup les doigts aujourd'hui. Et maintenant, ils n'hésiteront plus. On m'avait fait voter une fois pour des gens d'extrême gauche, pour des gens qui aujourd'hui veulent le chaos, la révolution, l'islamo-gauchisme dans ce pays. Mais je préfère voter pour un RN. Donc ça a été une erreur de Gabriel Attal en 2024 ? En fin de compte, moi, je dis que je n'étais pas favorable. Je ne dis pas que c'est Gabriel Attal. Je dis que le choix qui a été fait, je ne mets pas en cause les personnes en général, et surtout pas le président de mon parti. Mais je pense que le fait d'avoir fait le choix, je l'ai dit que l'erreur qui avait été commise en 2024, ce n'était pas la dissolution, c'était le Front républicain. Parce que là, on a totalement brouillé les cartes. On a fait voter des gens qui m'ont dit qu'ils ne recommenceraient jamais. On a fait voter des gens de droite pour des gens d'extrême gauche, des vents de gauche pour des gens de droite. Certes, on a sauvé quelques députés d'un des partis auxquels j'appartiens, de Renaissance, mais il n'empêche que le résultat a été celui qu'on a à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a un remaniement qui était annoncé avant dimanche, au cours duquel notamment Rachida Dati devait quitter le gouvernement, puisqu'elle est candidate au municipal à Paris. Or, elle est encore là. C'est Rachida Dati aujourd'hui la chef du gouvernement ? Elle n'est pas chef du gouvernement, elle est ministre de la Culture. Visiblement, elle décide du calendrier du remaniement. Non. D'abord, parmi les candidats qui sont aujourd'hui maires, aucune n'a démissionné. Pas plus, Mme Lecoq, que M. le ministre de la Ruralité ou que la ministre des Sports. Donc, la campagne, elle va commencer. Elle n'est pas commencée aujourd'hui officiellement. On est à 3 semaines. On peut être ministre et candidate ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai été les deux à l'époque. Donc, je me souviens. Ça, on peut faire tout à fait les deux. Ça, c'est pas... Et dans l'histoire de la République, j'ai connu même
des premiers ministres qui étaient candidats. Attendez, donc, des premiers ministres qui étaient candidats. Souvenez-vous, vous avez le sentiment que M. Balladur était Premier ministre et qu'il était candidat. Donc, on peut être ministre et candidat, oui. Rachida Dati a dit qu'elle quitterait le gouvernement. Elle le fera dans les heures qui viennent. Et ne poussons pas l'excès. Vous savez quand aura lieu le remaniement ? Comment ? Vous savez quand aura lieu ce mini-remaniement ? Je pense qu'il aura lieu dans la semaine, ici. Il aura lieu cette semaine, avant la fin de la semaine. Mais que ce n'est pas un remaniement, déjà, le ministre des Comptes publics a été nommé. Mme Lecoq a souhaité revenir au Parlement, et je le comprends par ailleurs. Donc il y aura 2 ou 3 personnes. Et le fait que ça se fait d'ailleurs, qu'un des ministres a déjà été remplacé, fait que ce sera un non-événement. Des municipales découleront les résultats des élections sénatoriales. Ce sera en septembre prochain. Est-ce que Renaissance réussira à regarder un groupe au Sénat ? Oui, je le pense. D'abord, nous avons 10 qui sont réunis, ils ne sont pas rééligibles, donc le groupe existe, déjà. Pour le reste, je regarde un peu... c'est compliqué. Vous allez perdre des sénateurs, vous êtes inquiet ? Vous savez que la dernière fois, moi j'ai fait campagne en me disant que tout le monde j'allais perdre. J'étais sénateur macroniste et je suis allé voir les maires. Je leur ai dit, écoutez, ça va être compliqué de voter pour moi, monsieur le maire. Je suis plutôt âgé déjà, hein, je le reconnais. Et puis je suis macroniste. Ils m'ont dit, mais non, pas du tout, ça ne me gêne pas. Ça veut dire que vous serez encore candidat, François Patriat ? Écoutez, on va attendre les élections municipales, parce que c'est très mathématique. C'est très mathématique. Si vous gagnez, vous y allez. Si vous perdez, vous n'y allez pas. Je regarderai quel est l'état des lieux. D'une part, j'ai encore envie. Ensuite, je me sens encore la force de le faire. D'un autre côté, il y a de ma part une chose qui me tient à cœur, c'est l'éthique. Et puis les choses bien. Quand on a mon âge, aujourd'hui, se présenter aux élections, est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est noble ? Donc j'hésite. Voilà. Bon, donc réponse début avril ? Réponse avril, mai, on a le temps. J'ai jusqu'au 4 septembre. Vous viendrez nous le dire, on espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci François Patriat d'avoir été notre invité.